Par une froide matinée de décembre, un jeune homme dont le vêtement était de très mince apparence se promenait devant la porte d'une maison située rue des Grands Augustins à Paris. Après avoir assez longtemps marché dans cette rue, avec l'irrésolution d'un amant qui n'ose se présenter chez sa première maîtresse, quelque facile qu'elle soit, il finit par franchir le seuil de cette porte et demanda si maître François Porbus, grand peintre, à qui nous devons entre autres l'admirable portrait du roi Henri IV, était en son logis. Sur la réponse affirmative que lui fit une vieille femme occupée à balayer une salle basse, le jeune homme monta lentement les degrés, s'arrêtant de marche en marche, comme quelques courtisans de fraîche date, inquiets de l'accueil que le roi va lui faire. Quand il parvint enfin en haut de l'escalier, il demeura pendant un moment sur le palier, incertain. Oserait-il se saisir du magnifique heurtoir qui ornait la porte de l'atelier, où travaillait sans doute le grand maître? Accablé de misère et surpris en ce moment de son outrecuidance, le jeune homme ne serait pas entré chez le peintre sans un secours extraordinaire que lui envoya le hasard. Un vieillard vint à monter l'escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son rabat de dentelle, à la prépondérante sécurité de sa démarche, le jeune homme devina dans ce personnage ou l'ami ou le protecteur du peintre. Il se recula sur le palier pour lui faire place et l'examina, espérant trouver en lui la bonne figure d'un artiste ou le caractère serviable des gens qui aiment les arts. Mais il y avait quelque chose de diabolique dans cette figure. Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de Socrate. Une bouche rieuse et ridée, un menton court fièrement relevé garni d'une barbe grise taillée en pointe, des yeux vert de mer, ternis en apparence par l'âge, mais qui par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle, devait parfois jeter des regards au plus fort de la colère ou de l'enthousiasme. Le visage était d'ailleurs singulièrement terni par les fatigues de l'âge, mais plus encore par ses pensées qui creusent également l'âme et le corps. Mettez cette tête sur un corps fluet et débile, entourez-la d'une dentelle étincelante de blancheur, jetez sur le pourpoint noir du vieillard une lourde chaîne d'or et vous aurez une image imparfaite de ce personnage auquel le jour faible de l'escalier prêtait une couleur fantastique. Vous eussiez dit une toile de Rembrandt, marchant silencieusement et sans cadre, dans la noire atmosphère que s'est appropriée ce grand peintre. Le vieillard jeta sur le jeune homme un regard empreint de sagacité, puis frappa 3 coups et dit
à l'homme qui vint ouvrir, la quarantaine environ, d'aspect maladif. « Bonjour, maître. » Porbus, car c'était lui, s'inclina respectueusement devant son visiteur et laissa entrer le jeune homme, en le croyant amené par lui. Il s'inquiéta d'autant moins de celui-ci que le jeune homme resta sous le charme que doivent éprouver tout peintre né à l'aspect du premier atelier qu'il voit et où se révèlent quelques-uns des procédés matériels de l'art. Un vitrage ouvert dans la voûte éclairait l'atelier du peintre, concentré sur une toile accrochée au chevalet et qui n'était encore touchée que de 3 ou 4 traits blancs. Le jour n'atteignait pas jusqu'aux noires profondeurs des angles de cette vaste pièce. Mais quelques reflets égarés allumaient dans cette ombre rousse une paillette argentée au ventre d'une cuirasse suspendue à la muraille, où rayait d'un brusque sillon de lumière la corniche sculptée et cirée d'un antique dressoir chargé de vaisselle curieuse, où piquait de pots éclatants la trame grenue de quelques vieux rideaux de brocart d'or, aux grands plis cassés jetés là comme des modèles, des écorchés de plâtre, des fragments des bustes de déesses antiques amoureusement polies par les baisers du siècle, jonchaient tablettes et consoles. D'innombrables ébauches des études couvraient les murs jusqu'au plafond. Des boîtes à couleurs, des bouteilles d'huile, d'essence, des escabeaux renversés ne laissaient qu'un étroit chemin pour arriver sous l'auréole que projetait la haute verrière et dont les rayons tombaient à plein sur la pâle figure de Porbus. Et sur le crâne d'ivoire de l'homme singulier. Malgré l'obscurité, l'attention du jeune homme fut bientôt exclusivement acquise à un tableau. Il représentait une Marie égyptienne se disposant à payer le passage du bateau. Vous savez, Marie l'Égyptienne est une sainte qui, après une vie de débauche, s'est retirée au désert, mais n'ayant pas de quoi payer la traversée d'un fleuve, elle se prostitua une dernière fois au batelier qui assurait le passage. Ta sainte me plaît, fit le vieillard. À Porbus. Vous la trouvez bien? Bien, oui, oui. Oui. Et non. Ta bonne femme n'est pas mal troussée, fit le vieillard, mais vous autres... Vous croyez avoir tout fait lorsque vous avez dessiné correctement une figure, mis chaque chose à sa place selon les lois de l'anatomie. Et parce que vous regardez de temps en temps une femme nue qui se tient debout sur une table, vous croyez avoir copié la nature. Vous vous imaginez être des peintres, avoir dérobé le secret de Dieu. Il ne suffit pas, mon cher Porbus, pour être un grand poète,
de savoir à fond la syntaxe et de ne pas faire de faute de langue. Regarde ta sainte. Au premier coup d'œil, elle semble admirable, mais au second, on s'aperçoit qu'elle est collée au fond de la toile et qu'on ne pourrait pas faire le tour de son corps. C'est une silhouette qui n'a qu'une seule face et qui ne saurait se retourner ni changer de position. Je ne sens pas d'air entre ce bras et le champ du tableau. L'espace, la profondeur manquent. Bon, cependant, tout est bien en perspective. La dégradation de l'air est exactement observée. Mais non. Non, mon ami. Le sang ne court pas sous cette peau d'ivoire. L'existence ne gonfle pas de sa rosée pourpre les veines qui s'entrelacent en réseau sous la transparence des tempes, de la poitrine. La vie et la mort luttent dans chaque morceau. Regarde ici, c'est une femme, là, une statue, et alors plus loin, un cadavre. Ta créature est incomplète. Tu n'as pu souffler qu'une partie de ton âme à ton œuvre chérie. Mais pourquoi, mon cher maître, pourquoi demanda respectueusement Porbus au vieillard, tandis que dans son coin le jeune homme avait peine à réprimer une forte envie de le battre. Pourquoi Voilà, tu as flotté indécis entre les deux systèmes, entre le dessin et la couleur, entre la rigueur précise des vieux maîtres allemands et l'ardeur éblouissante, l'heureuse abondance des peintres italiens. Tu as voulu imiter à la fois Heinz Holbein et Titien, Albrecht Dürer et Paul Véronèse. Non, mon ami, alors là, c'était une magnifique ambition. Mais si tu ne te sentais pas assez fort pour fondre ensemble au feu de ton génie les deux manières rivales, il fallait opter franchement pour l'une ou pour l'autre, afin d'obtenir l'unité, qui simule une des conditions de la vie. Ta figure n'est ni parfaitement peinte, ni parfaitement dessinée, tu comprends ? Tu n'es vrai que dans les milieux, les contours sont faux, ils ne s'emboîtent pas, ils ne promettent rien par derrière. Regarde, il y a de la vérité là, hein, sur la poitrine de la sainte, et puis sur le point où finit l'épaule, mais l'arrondi de la hanche, tout est faux. Bon, n'analysons plus rien. Je laisserai faire ton désespoir. Et le vieillard s'assit sur une escabelle, se prit la tête dans les mains et resta muet. Maître. Fit Porbus. J'ai pourtant bien étudié le nu de cette gorge, mais pour notre malheur, il est des effets vrais dans la nature qui ne sont plus probables sur une toile. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. Tu n'es pas un vil copiste, mais un poète. Autrement, un sculpteur serait quitte de tous ses travaux, en moulant une femme. Eh bien, essaie de mouler la main de ta maîtresse et de la poser devant toi. Qu'est-ce que tu obtiendras? Un horrible cadavre, sans aucune ressemblance. Et tu seras forcé d'aller demander de l'aide au sculpteur qui, sans te la copier exactement, t'en figurera le mouvement, la vie. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme des choses et des êtres, les effets, mais ils sont les accidents de la vie, pas la vie.
Une main, puisque j'ai pris cet exemple, une main ne tient pas seulement au corps, elle exprime et continue une pensée qu'il faut saisir et rendre. Tu ne descends pas assez dans l'intimité de la forme, tu ne la poursuis pas avec assez d'amour et de persévérance dans ses fuites et dans ses détours. Ah, ah. La beauté, mon ami, la beauté, c'est une chose sévère, difficile. Il faut l'épier, la presser, l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. Ce n'est qu'après de longs combats qu'on peut la contraindre à se révéler sous son véritable aspect. Vous autres, vous vous contentez de la première apparence qu'elle vous livre, ou tout au plus de la seconde, de la troisième. La grande supériorité de Raphaël vient du sens intime, qui chez lui semble vouloir briser la forme. Vos figures sont de pâles fantômes coloriés qui manquent-ils un rien, mais ce rien c'est tout. Vous avez l'apparence de la vie, mais vous n'exprimez pas ce je ne sais quoi, qui est l'âme peut-être. Le vulgaire admire, mais le connaisseur sourit. Cela dit, cette toile vaut mieux que les tableaux de ce faquin de Rubens, hein, avec ses montagnes de viande flamande et son tapage de couleurs. Mais cette sainte est sublime, bonhomme, s'écria tout à coup le jeune homme en sortant de l'ombre. Ces deux figures, celle de la sainte et du batelier, ont une finesse d'intention ignorée des peintres italiens. Enfin, moi, je n'en sais pas un seul qui eût inventé l'indécision du batelier. Ce petit drôle est-il à vous demanda Porbus au vieillard. Hélas, maître, pardonnez à Mardiès, répondit le jeune homme en rougissant. Je suis inconnu, mais barbouilleur d'instinct y arrivé depuis peu dans cette ville. À l'œuvre, fit Porbus en lui tendant une feuille et un crayon rouge. Le jeune homme copia lestement la Marie d'un trait. Votre nom, et l'inconnu signa au bas de la page. Nicolas. Poussin. Voilà qui n'est pas mal, hein, pour un commençant fit le singulier personnage qui discourait si vollement. Je vois que on peut parler peinture devant toi. Je ne te blâme pas d'avoir admiré la sainte de Porbus. C'est un chef-d'œuvre pour tout le monde. Seuls les initiés aux plus intimes arcanes de l'art peuvent comprendre en quoi ils pêchent. Mais puisqu'il est capable de comprendre et digne de la leçon, je vais te faire voir combien peu de choses il faudrait pour compléter cette œuvre. Palette. Porbus courut lui chercher palette et pinceau. Le petit vieillard retroussa ses manches dans un mouvement de brusquerie convulsive, passa son pouce dans la palette diaprée chargée de tons que Porbus lui tendait, il lui arracha des mains plutôt qu'il ne lui prit une poignée de pinceaux, et sa barbe se remua soudain par des efforts menaçants. Il grommelait entre ses dents. Voilà des tons bons à jeter par la fenêtre avec celui qui les a composés. Ils sont d'une crudité, d'une fausseté révoltante. Comment voulez-vous peindre avec ça? Puis, il trempait la pointe de ses pinceaux avec vivacité dans les différents teintes de couleurs, dont il parcourait parfois la gamme entière.
aussi rapidement qu'un organiste de cathédrale ne parcourt l'étendue de son clavier quand il joue à Pâques, Ô Fili et Filiae. Porbus et Poussin se tenaient chacun d'un côté de la toile, plongés dans la plus véhémente contemplation. « Vois-tu, jeune homme, disait le petit vieillard sans se détourner, vois-tu comme au moyen de demi-teintes et d'un petit glacis bleuâtre, on peut faire circuler l'air autour de la tête de cette pauvre sainte qui devait étouffer dans cette atmosphère épaisse. Regarde comme cette draperie voltige à présent, et comme on comprend que la brise la soulève. Auparavant, c'était une toile empesée soutenue par des épingles. Remarques-tu, comme le luisant satiné que je viens de poser sur la poitrine de la sainte rend bien la grasse souplesse d'une peau de jeune fille, et comme ce ton mélangé de brun rouge et d'ocre calciné réchauffe la grise froideur de cette grande ombre où le sang se figeait au lieu de courir. Jeune homme, ce que je te montre là, aucun maître ne pourrait te l'enseigner. Mon maître à moi, le grand Mabuse, possédait seul le secret de donner de la vie aux figures. Mabuse n'a eu qu'un seul élève, qui est moi. Je suis vieux, je n'en ai pas eu, tu as assez d'intelligence pour deviner le reste, parce que je te laisse entrevoir. Tout en parlant, le vieillard touchait toutes les parties du tableau. Ici, 2 coups de pinceau, là, un seul, mais toujours si à propos qu'on aurait dit une nouvelle peinture, une peinture trempée de lumière. Il travaillait avec une ardeur si passionnée que la sueur se perlait sur son front dépouillé. Il allait si rapidement par des petits mouvements si impatients, si saccadés, que pour le jeune Poussin, il semblait qu'il y eût dans le corps de ce bizarre personnage un démon qui agissait par ses mains en les prenant fantastiquement contre le gré de l'homme. Paf, paf, paf. Ah, ah. Voilà comment ça se perd, jeune homme. Venez, mes petites touches, faites-moi rossir ce ton glacial. Vois-tu, jeune homme, il n'y a que le dernier coup de pinceau qui compte. Porbus en a donné 100, moi je n'en donne qu'un. Personne ne nous sait gré de ce qu'il y a là-dessous. Sachez bien cela. Enfin, ce démon s'arrêta. Puis, se tournant vers Porbus et Poussin, muet d'admiration, « Non, ça ne vaut pas ma Catherine Lescaut. Cependant, je pourrais mettre mon nom au bas d'une pareille œuvre. »« Qui est Catherine Lescaut ?» demanda Poussin à Porbus. « Une courtisane qui a été son modèle, mais c'était il y a longtemps. A-t-elle été sa maîtresse ? Chut !»« Oui, je pourrais la signer, reprit le vieillard. En allant chercher un miroir dans lequel il la regarda. Bon, maintenant on va déjeuner. Venez tous deux en mon logis. J'ai du jambon fumé, du bon vin. Malgré le malheur des temps, nous causerons peinture. Voilà un petit jeune homme qui a de la facilité, dit-il en frappant sur l'épaule de Poussin. Apercevant alors la piètre casaque du jeune homme, il tira de sa ceinture une bourse de peau, il fouilla, prit 2 pièces d'or et dit « J'achète ton dessin. »« Prends !» fit Porbus, en voyant le jeune homme rougir et tressaillir de honte, car il avait la fierté du pauvre. « Prends donc !» Il a dans son escarcelle la rançon de 2 rois.
descendirent de l'atelier et cheminèrent en devisant sur les arts jusqu'à une belle maison de bois située près du pont Saint-Michel et dont les ornements, le heurtoir, les encadrements de croisées, les arabesques émerveillèrent Poussin. Le jeune homme se retrouva bientôt dans une vaste salle à manger, devant un bon feu, près d'une table chargée de mets appétissants et par un bonheur inouï, dans la compagnie de deux grands artistes, pleins de bonhomie. Jeune homme, lui dit Porbus en le voyant ébahi devant une toile, ne regardez pas trop ce tableau ou vous tomberiez dans le désespoir. Cette toile, c'était l'une de celles que fit le grand Mabuse, le maître du vieillard. Elle représentait un Adam et Ève. Cette figure offrait en effet une telle puissance de réalité que le jeune homme commença dès ce moment à comprendre le sens véritable des confuses paroles dites par le vieillard. Celui-ci d'ailleurs regardait le tableau d'un air satisfait mais sans grand enthousiasme et semblait dire « Oh, je fais mieux ». « Il y a de la vie, dit-il. Mon maître s'y est surpassé, mais il lui manquait encore un peu de vérité dans le fond du tableau. L'homme est bien vivant, on a l'impression qu'il se lève, qu'il va venir vers nous. Mais l'air, le ciel, le vent que nous respirons, voyons, et sentons n'y sont pas. Et puis, il n'y a là qu'un homme. Or, le seul homme qui soit directement sorti des mains de Dieu doit avoir quelque chose qui manque. Mon maître le disait lui-même quand il n'était pas ivre. Nicolas Poussin regardait avec une inquiète curiosité le vieillard. « Comment se nomme notre hôte ?» demanda-t-il à Porbus. Porbus lui répondit en mettant un doigt sur ses lèvres avec un air de mystère. Le jeune homme garda le silence, en espérant que tôt ou tard, quelques mots lui permettraient de deviner le nom de cet hôte, dont les richesses et les talents étaient suffisamment attestés. Quand son attention fut attirée par un autre tableau, un magnifique portrait de femme. Quel beau Giorgione! Non, vous voyez l'un de mes premiers bafouillages. Je suis donc chez le dieu de la peinture. Le vieillard sourit comme un homme habitué depuis longtemps à cet éloge. Maître Frenhof, fit Porbus en clignant de l'œil vers Poussin, ne sauriez-vous faire venir un peu de votre bon vin pour nous? Ah bah mon ami, 2 carasses. La première, pour m'acquitter du plaisir que j'ai eu ce matin en voyant ta jolie pécheresse. Et la seconde, comme un présent à midi. Buvons! Fit Porbus. Si je n'étais pas toujours souffrant. Et mon cher maître, si vous vouliez bien nous laisser voir votre mystérieux tableau, je pourrais faire des peintures hautes, larges, profondes, où les figures seraient de grandeur. Montrer mon œuvre, non, je dois
perfectionner encore. Hier au soir, j'ai cru avoir fini. Ses yeux semblaient humides, sa chair était agitée, les tresses de ses cheveux remuaient. Elle respirait, mais non. Ce matin, au jour, j'ai reconnu mon erreur. Ah, j'ai étudié à fond les grands maîtres des coloris. J'ai soulevé, analysé, couche par couche, le tableau du Titien, ce roi de la lumière. J'ai comme lui ébauché ma figure dans un don clair, et puis au moyen de demi-teintes et d'un petit glacis dont je diminuais de plus en plus la transparence, j'ai rendu les ombres plus vigoureuses, les noirs plus fouillés, car les ombres des peintres ordinaires sont tout ce que vous voudrez, sont de la chair. Dans l'ombre, moi j'ai évité ce défaut, où beaucoup d'autres plus illustres sont tombés. Chez moi, la blancheur se révèle sous l'opacité de l'ombre la plus soutenue. Comme une foule d'ignorants qui s'imaginent dessiner correctement parce que bon, ils font un trait soigneusement ébardé. Moi, je n'ai pas marqué sèchement les bords extérieurs de ma figure. J'ai rendu jusqu'au moindre détail anatomique. Car le corps ne finit pas par des lignes. En cela, les sculpteurs peuvent plus approcher de la vérité que nous autres. La nature comporte une suite de rondeurs qui s'emboîtent les unes dans les autres. Rigoureusement parlant, le dessin n'existe pas. Ne riez pas, jeune homme. Un jour, vous comprendrez, il n'y a pas de ligne. Dans la nature, tout est plein. C'est en modelant qu'on dessine. Aussi, ai-je répandu sur les contours extérieurs de ma figure un nuage de demi-teintes blondes et chaudes qui font que on ne saurait précisément poser le doigt sur la place où les contours se rencontrent avec les fonds. De près, ce travail paraît cotonneux et semble manquer de précision, mais à deux pas, tout s'arrête, se raffermit, se détache, le corps tourne. Les formes deviennent saillantes, on sent l'air circuler tout autour. Et cependant, je ne suis pas content. Tenez, le trop de science, de même que l'ignorance, aboutit à une négation, je doute, de mon œuvre. 10 ans que je travaille, jeune homme, 10 ans, mais bon, que sont 10 petites années quand il s'agit de lutter avec la nature. Le vieillard tomba dans une rêverie profonde, les yeux fixes en jouant machinalement avec son couteau. Le voilà en conversation avec son esprit, dit Porbus. À ces mots, Nicolas Poussin se sentit sous la puissance d'une inexplicable curiosité d'artiste. Ce vieillard aux yeux blancs lui apparut comme un génie fantasque qui vivait dans une sphère inconnue. Il éveillait pour lui 1000 idées confuses en l'âme. Tout en lui allait au-delà des bornes de la nature humaine. Pour l'enthousiaste jeune homme, ce vieillard était devenu, par une transfiguration subite, l'art lui-même, avec ses fougues, ses rêveries, ses secrets. Ouais. Mon cher Porbus, il m'a manqué.
jusqu'à présent de rencontrer une femme irréprochable, un corps dont les contours soient d'une beauté parfaite, mais où est-elle? Pour voir une fois un moment la nature divine complète, je donnerai mes trésors. Et j'irai te chercher, beauté céleste, dans tes limbes, comme Orphée. Je descendrai dans l'enfer de l'art pour en ramener la vie. Nous pouvons partir. Il ne nous voit plus, ne nous entend plus. Montons à son atelier, fit le jeune homme émerveillé. Le vieux reître a su en défendre l'entrée. Il y a donc un mystère, oui. Ce tableau, jeune homme, sur lequel Fraunhofer travaille depuis 10 ans et que personne n'a jamais vu. Un chef-d'œuvre inconnu, oui, un chef-d'œuvre inconnu. Fraunhofer a été le seul élève du grand Mabuse. Il a sacrifié une grande partie de ses richesses à satisfaire les passions de son maître et en échange Mabuse lui a légué le secret du relief, le pouvoir de donner la vie. Cette fleur de la nature, notre désespoir éternel. Fraunhofer est un peintre sublime. Malheureusement, il est devenu aussi fou que peintre. À force de recherche, il en est arrivé à douter de l'objet même de ses recherches. De plus, il a eu le malheur de n'être riche, ce qui lui a permis de divaguer. Ne l'imitez pas, travaillez. Il y a une chose plus vraie que tout, c'est la pratique et l'observation. Les peintres ne peuvent méditer que les pinceaux à la main. Nous pénétrerons dans son atelier, fit le jeune poussin, ne doutant plus de rien et n'écoutant plus Porbus. Porbus sourit à la détermination du jeune homme et le quitta, en l'invitant à venir le voir. Nicolas Poussin revint à pas lents vers la rue de l'Arc et dépassa sans s'en apercevoir la modeste demeure où il était logé. Il revint sur ses pas, puis, montant avec une inquiète promptitude son misérable escalier, il parvint à une chambre haute située sous une toiture à colombage, naïve et légère couverture des maisons du vieux Paris. Près de l'unique et sombre fenêtre de cette chambre se tenait une jeune fille qui, par le bruit que fit la porte, se dressa soudain par un mouvement d'amour. Elle avait reconnu le peintre, à la façon dont il avait attaqué le loquet. « Nicolas, fit-elle, qu'as-tu » ? « Je doutais de moi jusqu'à présent, mais ce matin, j'ai cru en moi-même. Je puis être un grand homme. Je me suis senti peintre. Vachette, nous serons riches et heureux. Il y a de l'or dans ces poches. »
Mais Nicolas Poussin se tut, sa figure large et vigoureuse perdit son expression de joie. Quand il compara l'immensité de ses espérances à la médiocrité de ses ressources. Les murs étaient couverts de simples papiers chargés d'esquisses au crayon. Il ne possédait pas 4 toiles propres. Les couleurs alors avaient un haut prix. Le jeune homme voyait sa palette à peu près nue. Il regarda d'un air sombre et rêveur la jeune femme. Amené à Paris par un gentilhomme de ses amis, ou peut-être par son propre talent, il y avait rencontré cette jeune fille, vous savez, l'une de ces âmes nobles et généreuses, fortes pour l'amour et la misère, et qui viennent souffrir près d'un grand homme. Le sourire de Gillette dorait ce grenier et rivalisait avec l'éclat du ciel. Le soleil n'y brillait pas toujours, mais elle était toujours là, recueillie dans sa passion pour Nicolas, attachée à son bonheur et à sa souffrance. Écoute, Gillette. Viens. L'obéissante et joyeuse fille sauta sur les genoux du peintre. Elle était toute grâce, toute beauté, jolie comme un printemps, parée de toutes les richesses féminines et les éclairée par le feu d'une belle âme. Oh mon Dieu, j'oserais jamais. Oh, un secret. Oh, je veux savoir. Eh bien, parle donc. Gillette. Ah. Pauvre cœur aimé. Oh oh. Toi, tu veux quelque chose de moi? Oui. Nicolas, si tu veux que je pose encore devant toi, je n'y consentirai plus jamais, car dans ces moments-là, tes yeux ne me disent plus rien. Tu me regardes et cependant, tu ne penses pas à moi. Aimerais-tu mieux me voir peindre une autre femme? Oui, peut-être. Enfin, si elle était bien laide. Eh bien, si pour me faire grand peintre, si pour ma gloire à venir, il fallait aller poser chez un autre. Tu veux m'éprouver? Tu sais bien que je n'irai pas. Nicolas Poussin pencha sa tête sur sa poitrine comme un homme qui succombe à une douleur trop forte. Écoute, Nick, je t'ai dit que je donnerais ma vie pour toi, mais moi vivante, je ne t'ai jamais promis de renoncer à notre amour. Y renoncer? Oui, si je me montrais ainsi à un autre, tu ne m'aimerais plus. Et moi-même, je me trouverais indigne de toi. Obéir à tes caprices, oui, n'est-ce pas, chose simple et naturelle? Oui, malgré moi, je suis heureuse et même fière de faire ta chère volonté. Mais pour un autre, Fido. Nicolas Poussin se jeta à ses pieds. Pardonne, ma Gillette. J'aime mieux être aimée que glorieux. Oh, tu es plus belle que la fortune et que les honneurs. Va, brûle ces esquisses, jette ces pinceaux. Je me suis trompée, ma vocation est de t'aimer. Je ne suis pas peintre, je suis amoureux. Elle l'admirait, heureuse, charmée. Elle croyait instinctivement que les arts étaient abandonnés et jetés à ses pieds comme un grain d'encens. Mais le jeune homme reprit, tu sais, ce n'est pourtant qu'un vieillard. Il ne verra en toi que le modèle. Et puis, tu sais, il doit voyager, ce ne serait qu'à son retour. Mais ce serait me perdre. Me perdre pour toi. Oui, cela est beau. Mais tu m'oublieras. Quelle affreuse pensée tu as eue là. Je suis donc un ingrat. Consultons le père Ardent. Ah non, que ce soit un secret entre nous deux. J'irai, mais
Ne sois pas dans l'atelier. Reste à la porte, armé de ta dague. Si je crie, entre et tue le peintre. Ne voyant plus que son art, Nicolas Poussin pressa Gillette dans ses bras. Il ne m'aime plus, pensa-t-elle. Quand elle se retrouva seule, elle se repentait déjà de sa résolution. Mais elle fut bientôt en proie à une épouvante plus cruelle encore que son repentir. Elle s'efforçait de chasser une pensée affreuse qui s'élevait dans son cœur. Elle croyait aimer déjà moins le peintre, en le soupçonnant moins estimable. Trois mois plus tard, Porbus revint voir Frennhofer. Le vieillard était alors en proie à l'un de ces découragements profonds et spontanés dont la cause est, s'il faut en croire, les mathématiciens de la médecine, dans une digestion mauvaise, dans le vent, la chaleur, et selon les spiritualistes, dans les imperfections de notre nature morale. Le bonhomme s'était purement fatigué à parachever son mystérieux tableau. Il était languissamment assis dans une vaste chaire de chêne sculpté, et sans quitter son attitude mélancolique, il jetait sur Porbus le regard d'un homme qui s'était établi dans son désespoir. « Bien, maître, fit Porbus, que se passe-t-il ? L'outre-mer que vous êtes allé chercher à Bruges était-il mauvais? Est-ce que vous n'avez pas su broyer notre nouveau blanc? Votre huile est-elle méchante? Vos pinceaux rétifs? Hélas, mon cher Porbus, j'ai cru pendant un moment que mon œuvre était achevée, mais je me suis trompée dans quelques détails. Et je ne serai tranquille qu'après avoir éclairci mes doutes. Je me décide à voyager. Je vais aller en Grèce, en Turquie et en Asie pour y chercher un nouveau modèle et comparer mon tableau à diverses natures. Puis il se leva tout à coup, comme pour partir. « Oh !» fit Porbus pour le retenir. « J'arrive à temps, pour vous éviter les fatigues et les dépenses d'un voyage. » « Comment ça ?»« Oui, mon cher maître, le jeune Poussin, vous vous rappelez? Il est venu me voir. Il est aimé d'une femme dont l'incomparable beauté est sans imperfection aucune. Mais, mon cher maître, s'il consent à vous la prêter, au moins faudra-t-il nous laisser voir. » Votre mystérieux tableau. Le vieillard resta debout, immobile, dans un état de stupidité parfaite. « Comment ?» s'écria-t-il tout à coup, d'une voix lamentable. « Montrez ma créature, mon épouse, déchirez le voile dont j'ai chastement couvert mon bonheur. Mais ce serait une horrible prostitution. Voilà 10 ans que je vis avec cette femme. 10 ans, elle est à moi seule, elle-même. Ne m'a-t-elle pas souri à chaque coup de pinceau que je lui ai donné? Elle a une âme, l'âme dont je l'ai douée. Elle rougirait si d'autres yeux que les miens s'arrêtaient sur elle. La faire voir. Mais quel est l'amant, le mari assez vil pour conduire sa femme au déshonneur?
Quand tu fais un tableau pour la cour, tu n'y mets pas toute ton âme. Tu ne vends aux courtisans que des mannequins coloriés. Eh bien, ma peinture n'est pas une peinture, c'est un sentiment, une passion, tu comprends. Née dans cet atelier, elle doit y rester, vierge, et n'en peut sortir que vêtue. Ma poésie et les femmes ne se livrent nues qu'à leurs amants. Possédons-nous les figures de Raphaël, l'Angélique de l'Arioste, la Béatrix de Dante? Non, nous n'en voyons que les formes. Eh bien, l'œuvre que je tiens là-haut, sous mes verrous, est une exception dans notre art. C'est pas une toile, non. C'est une femme. Une femme avec laquelle je pleure, je ris, je cause et pense. Veux-tu que tout à coup je quitte un bonheur de 10 années comme on jette un manteau? Veux-tu que tout à coup je cesse d'être père, amant et Dieu? Cette femme n'est pas une créature, c'est une création. Vienne ton jeune homme, je lui donnerai mes trésors, je lui donnerai des tableaux du Corrège, du Titien, de Michel-Ange. J'embrasserai la trace de ses pas dans la poussière. Mais en faire mon rival, honte à moi. Je suis plus amant que peintre, oui. J'aurai la force de brûler ma Catherine à mon dernier soupir, mais lui faire supporter le regard d'un homme, d'un autre homme, d'un jeune homme, d'un peintre. Non. Je tuerai le lendemain celui qui l'aurait souillé de son regard. Je te tuerai, toi, mon ami, si tu ne la saluais pas à genoux. Veux-tu que maintenant j'impose à mon idole les froids regards et les stupides critiques des imbéciles? Ah, l'amour est un mystère. Il n'y a de vie qu'au fond des cœurs. Et tout est perdu quand un homme dit même à son ami, voici celle que j'aime. Le vieillard semblait être redevenu jeune. Ses yeux avaient de la vie et de l'éclat. Ses joues pâles étaient nuancées d'un rouge vif, ses mains tremblaient. Porbus, étonné de la violence passionnée avec laquelle ces paroles furent dites, ne savait que répondre. À un sentiment aussi neuf que profond, Frédhofer était-il raisonnable ou fou? Se trouvait-il subjugué par une fantaisie d'artiste? Ou les idées qu'il avait exprimées procédaient-elles de ce fanatisme inexprimable que produit en nous le long enfantement d'une grande œuvre? En proie à ses pensées, Porbus lui répondit « Mais mon cher maître, n'est-ce pas femme pour femme? Le jeune poussin ne livre-t-il pas sa maîtresse à vos regards? Quelle maîtresse? Elle le trahira tôt ou tard. La mienne me sera toujours fidèle. » Eh bien, n'en parlons plus. Mais avant que vous trouviez, même en Asie, une femme aussi belle, aussi parfaite, vous mourrez peut-être, sans avoir achevé votre tableau. Il est fini. Qui le verrait croirait apercevoir une femme couchée sur un lit de velours. Près d'elle, un trépied d'or exhale des parfums. Tu serais tenté de saisir le gland des cordons qui retiennent les rideaux, et il te semblerait voir le sein de Catherine Lescaut, cette courtisane appelée la belle noiseuse, rendre le mouvement de sa respiration. Pourtant, je suis pas encore content. Va en Asie, fit Porbus. Et il se dirigea vers la porte pour sortir de la salle. Mais au même moment, Nicolas Poussin et Gillette étaient arrivés près du logis de Frédhofer. Quand la jeune fille fut sur le point d'entrer, elle quitta le bras du peintre et se recula comme si elle était soudain saisie par quelque pressentiment. « Mais que viens-je donc faire ici ?» demanda-t-elle à son amant d'un son de voix profond en le regardant fixement. « Gillette, je t'ai laissée maîtresse et veux t'obéir en tout. Tu es ma gloire, ma fortune, si tu préfères retourner au logis.
Je serais peut-être plus heureux. Non, non, non. Suis-je à moi quand tu me parles ainsi? Non. Je ne suis plus qu'une enfant. Allons. Si notre amour se meurt, si je mets dans mon cœur un long regret, ta célébrité ne sera-t-elle pas le prix de mon obéissance à tes désirs? Entrons. En ouvrant la porte, les deux amants tombèrent sur Porbus, qui, frappé par la beauté de Gilette, dont les yeux étaient pleins de larmes, la saisit toute tremblante et l'amena devant le vieillard. « Tenez, dit-il, ne vaut-elle pas tous les chefs-d'œuvre du monde ?» Frennhofer tressaillit. Gilette était là, devant lui, dans l'attitude simple et naïve d'une jeune fille innocente et peureuse, telle une esclave livrée au regard des marchands. Une pudique rougeur colorait son visage, elle baissait les yeux, ses mains étaient pendantes à ses côtés, ses forces semblaient l'abandonner. Voyant l'œil rajeuni du vieillard qui, par une habitude de peintre, déshabilla, pour ainsi dire, la jeune femme en devinant les formes les plus secrètes, Nicolas Poussin revint à la féroce jalousie du véritable amour. « Gilette, partant !» fit-il. À cet accent, à ce cri, sa maîtresse joyeuse releva la tête, le vit et courut dans ses bras. « Tu m'aimes donc ?» répondit-elle, en fondant en larmes. Après avoir eu l'énergie de taire sa souffrance, elle manquait de force pour cacher son bonheur. « Laissez-la moi, » fit le vieillard, « et vous pourrez la comparer à ma Catherine Lescaut, j'y consens. »« Ne le laissez pas se dédire !» fit Porbus en frappant sur l'épaule de Poussin. « Les fruits de l'amour sont brefs, ceux de l'art sont éternels. »« Mais ne suis-je pas plus qu'une femme ?» répondit Gilette en relevant fièrement la tête. Mais à ce moment-là, elle vit Poussin. Elle le vit, occupé à contempler de nouveau le tableau qu'il avait pris naguère pour un Giorgione. Il ne m'a jamais regardé comme ça. « Allons !» fit-elle. La voix de la jeune fille tira de sa rêverie le jeune homme. « Vieillard, fit-il, tu vois cette épée, je la plongerai dans ton cœur au premier mot de plainte que prononcera cette jeune fille. Je mettrai le feu à ton logis. Personne n'en sortira, entends-tu ?» Nicolas Poussin était sombre. Sa parole, terrible. Son geste, son attitude consolèrent Ginette, qui lui pardonna presque de la sacrifier à la peinture et à son glorieux avenir. Les deux peintres attendirent à la porte de l'atelier et se regardaient l'un l'autre en silence. Elle se déshabille et lui dit de se mettre au jour. Et maintenant, chut. Il la compare. Mais Porbus se tut à l'aspect du Poussin dont le visage était profondément triste. Le jeune homme avait la main sur la garde de sa dague, l'oreille presque collée à la porte. Tous deux, d'ailleurs, debout et dans l'obscurité, ressemblaient à deux conspirateurs attendant l'heure de frapper un tyran.
Enfin, la porte s'ouvrit. Le vieillard rayonnait de bonheur. Entrez, entrez. Mon œuvre est parfaite et maintenant je puis la montrer. Jamais peintre, pinceau, couleur, toile, lumière ne feront une rivale à Catherine Lescaut. En proie à une vive curiosité, Porbus et Poussin coururent au milieu d'un vaste atelier couvert de poussière. Tout était en désordre. Ils virent çà et là des tableaux accrochés au mur. Ils s'arrêtèrent tout d'abord devant une figure de femme, de grandeur nature, demi-nue, pour laquelle ils furent saisis d'admiration. Oh, vous occupez pas de ça. C'est un tableau que j'ai barbouillé pour étudier une pose. Cette toile ne vaut rien. Porbus et Poussin restèrent stupéfaits devant ce dédain et cherchèrent le tableau annoncé. Bien, le voilà! Le fit le vieillard en leur indiquant une toile. Ses cheveux étaient en désordre, son visage enflammé par une exaltation surnaturelle. Ses mains tremblaient, il haletait comme un jeune homme ivre d'amour. Vous ne vous attendiez pas à tant de perfection. Vous êtes devant une femme et vous cherchiez un tableau. Il y a tant de profondeur dans cette toile. L'air y est si vrai que vous ne pouvez plus le distinguer de l'air qui nous environne. Où est l'art? Perdu, disparu. Voici les formes mêmes d'une jeune fille. Admirez, admirez. Observez-vous quelque chose? Demanda Poussin. Non. Et vous? Rien. Les deux peintres laissèrent le vieillard à son extase, puis regardèrent si la lumière, en tombant d'aplomb sur le tableau, n'en neutralisait pas tous les effets. Ils examinèrent alors la toile en se mettant à droite, à gauche, de face, en se baissant, se levant, tout bâton. Oui, c'est bien, une toile, leur dit le vieillard en se méprenant sur le sens de leur mouvement. Voici le châssis, le chevalet. Et voici mes pinceaux et mes couleurs. Et il s'empara d'une poignée de pinceaux qu'il leur présenta dans un mouvement naïf. Le vieux se joue de nous, fit Poussin, en se replaçant devant le prétendu tableau. Je ne vois là que des couleurs confusément amassées et qui ne forment qu'une muraille de peinture. Nous nous trompons, fit Porbus, regardez. Ils s'approchèrent et découvrirent dans un coin du tableau le bout d'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, un pied délicieux, un pied vivant. Les deux peintres restèrent stupéfaits devant ce fragment échappé à une extraordinaire, à une lente et progressive destruction. Ce pied apparaissait là comme le torse de quelque Vénus en marbre qui surgirait parmi les décombres d'une ville incendiée. Il y a une femme là-dessous, fit Porbus, en indiquant à Poussin les diverses couches de couleurs qui avaient été successivement superposées. Il faut de la foi dans l'art, leur dit le vieillard. Les deux peintres se tournèrent spontanément vers lui et vivre pendant longtemps avec son œuvre pour produire une semblable création. Quelques-unes de ces ombres m'ont coûté bien des travaux.
Ah, tenez, il y a là, sur sa joue, en dessous des yeux, une légère pénombre qui, enfin, si vous l'observez dans la nature, vous paraîtra presque intraduisible. Eh bien, croyez-vous que cet effet ne m'ait pas coûté des efforts inouïs à reproduire? Mais aussi, mon cher Porbus, examine attentivement mon travail et tu comprendras mieux ce que je te disais sur la manière de traiter le contour et les modeler. Regarde la lumière du sein et vois comme par une suite de touches et de rehauts fortement empâtés, je suis parvenue à accrocher la véritable lumière et à la combiner à la blancheur luisante des tons éclairés. Et comme par un travail contraire, en effaçant les grains et les saillies de la pâte, j'ai pu, à force de caresser les contours extérieurs de ma figure noyée dans la demi-teinte, ôter jusqu'à l'idée même de dessin et à lui donner l'aspect et la rondeur de la nature. Approchez, approchez. De loin, ce travail disparaît. Ah, tenez, là. Il est, enfin je crois, tout à fait remarquable. Et du bout de son doigt, il leur indiquait un pâté de couleur claire. Porbus toucha l'épaule du vieillard et se tournant vers Poussin, savez-vous que nous voyons en lui un bien grand peintre? Il est encore plus poète que peintre, répondit gravement Poussin. Là, reprit Porbus en indiquant la toile, finit notre art sur terre. Et de là, il va se perdre dans les cieux, fit Poussin. Le vieillard, absorbé, ne les écoutait pas. Il souriait à cette femme imaginaire. Mais tôt ou tard, il se rendra bien compte qu'il n'y a rien sur cette toile, s'écria tout à coup Poussin. Rien sur ma toile, fit Pouce, le vieux en se tournant vers le jeune homme, puis en regardant tour à tour les deux peintres et son tableau. Il n'y a rien sur ma toile? Il n'y a rien sur ma toile? Il saisit avec force le bras du jeune homme. Tu ne vois rien maintenant, Maustre, Bélitre, Barbache? Pourquoi donc es-tu monté ici? Vous, mon Porbus, est-ce que vous aussi vous joueriez de moi? Répondez! Dites, je suis votre ami. Aurais-je donc gâté ma toile? Porbus resta silencieux. Le vieillard s'approcha de son tableau, le contempla pendant un long moment, et puis... Rien. Et avoir travaillé 10 ans.
Je ne suis qu'un imbécile, un fou. Je n'ai ni talent ni capacité. Je ne suis qu'un vieil homme riche qui n'a rien produit. Il contemplait son tableau à travers ses larmes. Et tout à coup, il jeta un regard étincelant sur les deux peintres. Par le sang, par le corps, par la tête du Christ, vous êtes des jaloux qui voulaient me faire croire qu'elle est gâtée pour me la voler. Mais je la vois, moi. Elle est merveilleusement belle. À ce moment-là, Nicolas Poussin entendit des pleurs. C'était Gillette qu'il avait complètement oubliée et qui sanglotait dans un coin. « Qu'as-tu, mon ange ?» demanda le jeune homme, subitement redevenu amoureux. « Tue-moi, » fit-elle. « Je serais une ingrate de t'aimer encore, car je te méprise. Tu es ma vie. Et tu me fais horreur. Je crois que je te hais déjà. » Pendant que Poussin écoutait Gillette, Freinhofer recouvrit son tableau d'un grand drap vert, avec la tranquillité d'un joaillier qui ferme ses tiroirs en se croyant dans la compagnie d'adroits larrons. Il jeta sur les deux peintres un regard profondément sournois, plein de mépris et de soupçons, et les raccompagna silencieusement à la porte de son atelier. Puis il leur dit, sur le seuil de son logis, adieu, mes petits amis. Cet adieu les glaça. Le lendemain, Porbus, inquiet, revint voir Freinhofer et apprit que l'homme était mort dans la nuit. Après avoir brûlé ses toiles.